Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Impact Wrestles, l'émission de Wrestles Radio consacrée à la TNA. On est à peu près, je pense, je suis assez sûr, enfin certain même, de dire qu'on est les seuls en France à le faire. Ça nous fait toujours un grand plaisir, surtout quand ça marche assez bien pour le coup. Normalement, on va bien en parler cette fois-ci. C'est moi, Brousty, qui vous accueille, et avec moi donc les deux spécialistes de la TNA, avec d'abord... On a l'Alsacien avec le plus grand bonsoir de la Terre, je dirais. Salut Seb. Bonsoir à tous, c'est avec plaisir que je reviens pour un nouveau numéro TNA. Eh oui, effectivement, ça faisait longtemps, même si toi t'es pas mal en relation à la TNA ces temps-ci. Eh oui, comme vous pouvez le savoir, une interview exclusive avec Rockstar Spud, une interview à venir avec Bully Ray en conférence call. Ouais, on est bien avec la TNA en ce moment. Et en parlant de conference call, eh ben, la dernière fois que vous l'avez entendu, c'était lors de la conférence call d'Abyss. Et c'est notre luxembourgeois, la touche internationale de Wessex Radio, l'admin de Catchasium, Showtime. Salut Showtime. Bonsoir à tous. Ah, c'est pas mal, ça rivalise avec Seb. Ouais, pas trop mal, j'avoue. Ça va, bonne expérience Abyss, non? Excellente expérience, super sympa. Je crois que c'est la console la plus longue de toutes celles qu'il y a eu pour l'instant. Ouais, ouais. Et il était vraiment sympa. Contrairement aux autres qui posaient des questions qui respectaient absolument pas les ordres donnés, mais bon. Lui était très très sympa, donc c'était une expérience sympa. Merci encore une fois les gars. Ah bah y a pas de problème et puis bon bah, l'opération pourrait se renouveler. Bah, c'est vrai qu'avec Vincent on fera celle de Bouliret ce mardi. Tout se bouscule rapidement mine de rien. Donc mais dans l'immédiat donc ce numéro est dédié à l'analyse du show spécial Destination X qui était diffusé donc jeudi dernier et donc on va y aller après ce jingle. Donc on va commencer d'abord par un match, peut-être le match de la soirée d'ailleurs, qui opposait les Wolves, Eddie Edwards et Davey Richards, aux Hardy Boys, Matt Hardy et Jeff Hardy, qui étaient donc réunis pour essayer de choper les titres de champion du monde par équipe, mais à l'arrivée, les Wolves l'ont emporté après 10 minutes 05 précise. Donc, qu'en as-tu pensé? Showtime. C'est un vrai plaisir de voir que cette division par équipe renaît de ses cendres, comme à chaque fois qu'on dit qu'ils sont complètement morts. TNA ressort un as de sa manche, et cette fois-ci, son nom c'est Matt Hardy. Perso, je croyais franchement qu'il serait en nettement moins bonne forme, parce que je suis pas vraiment beaucoup la ROH, mais il était vraiment en très bonne forme, tout comme son frérot. C'est un très bon match, malheureusement un poil trop court à mon goût. J'aurais préféré vraiment pour avoir mon quart d'heure, mes 20 minutes de tag team à fond. Mais ça sent très très bon un affrontement à trois équipes avec la Team 2D dans quelques mois. Pourquoi pas à Bound for Glory. Eh oui, d'ailleurs, c'est un sentiment général la durée, parce que là, il y a réaction auditeur de Dame Catch, qui pour lui c'est un dream match. Pourtant, il l'a pas rassasié complètement parce qu'il voulait en voir plus lui aussi, et ça n'empêche pas que ce match est de bonne facture. Donc Seb, t'étais frustré aussi par la durée? Ah totalement, hein. Pour moi, il manque une bonne dizaine de minutes pour considérer que ce match est classé dans un des matchs de l'année. Là, malheureusement, on n'a qu'une dizaine de minutes et c'est vrai que c'est vraiment dommage pour la perception de ce match qui est quand même très bon. On va pas se mentir. C'est 10 minutes de très bonne action et comme l'avait mentionné Olivier, on avait un doute sur l'état de forme de Matt Hardy, hein, puisqu'on se rappelle que son dernier passage à la TNA c'était pas exceptionnel. Là, et c'est vrai qu'il a comblé totalement les attentes que j'avais envers lui. C'est même lui qui a porté le match côté Hardy. Jeff Hardy était assez peu visible dans le combat. C'est plus Matt Hardy qui a pris les coups et qui a porté les coups pour son équipe. Mais oui, globalement, moi j'ai vraiment très apprécié ce combat. Il y a pas de souci là-dessus. Et je me demande d'ailleurs, c'est Jeff Hardy en fait, là tu disais, oui, sa relative discrétion lors de ce match. Je me demande si c'était pas aussi les séquelles de son match hyper engagé contre Bobby Lashley, qui était diffusé une semaine plus tôt, mais qui était enregistré juste la veille. Où il s'est écrasé sur les escaliers avec une Swanton Bomb, donc c'est pas toujours évident de remettre le couvert le lendemain, comme ça qu'un match avec une telle intensité.
C'est vrai que j'avais pas pensé à ce point-là, ouais, mais c'est vrai que le bump était assez impressionnant le soir d'avant, donc ça a peut-être diminué Hardy, c'est vrai. C'est une bonne réflexion. Et c'est vrai que Showtime parle du renouveau à chaque fois de la division par équipe. C'est vrai que honnêtement, on en doutait beaucoup. Enfin, moi, peut-être un peu Seb aussi, parce que c'est vrai qu'on était tellement habitués aux mêmes équipes. Et puis voilà, là cet été, ça s'est emballé. Il y a la Team Freddy qui va revenir. Ça a été annoncé qu'il y aura un match triple menace entre les Wolves, la Team Freddy et les Hardy lors des prochains enregistrements à New York déjà. Bah, c'est vrai que la TNA, elle aime beaucoup anticiper déjà. Pour dire, c'est peut-être entre guillemets le défaut parce qu'on aimerait une petite touche de surprise, c'est pour ça. C'est ça qui est un petit peu dommage, mais bon. Ça Moi, vend des tickets, hein. Mais ça promet tout de même, c'est sûr. Moi, je suis pas forcément d'accord pour parler de renouveau parce que c'est quand même Enfin, on fait renouveau. on fait du neuf avec du vieux là. Avec de l'ancien, mais bon, de l'ancien. Les Hardy Boys c'est ancien, la Team 3D c'est vraiment de Ouais, mais l'ancien. après, c'est que quand tu fais appel au Hardy et à Team 3D, tu fais appel à deux équipes qui ont marqué le début du XXIe siècle avec beaucoup d'affrontements répétés. Ah oui, c'est les équipes historiques, mais après parler de renouveau, je sais pas si c'est le terme exact, mais bon. C'est quand même un bon coup de fraîcheur pour la division tag team. Les Hardys à la TNA, on les a jamais vraiment vus dans un run en tag team, à proprement parler. La Team 2D, ils sont plus ensemble depuis des années maintenant. Et puis, ce qui est bien, c'est que ce sont pas les seules équipes qui sont disponibles pour l'instant à la TNA. Donc, avec les Broman, même si c'est des jobbers, ça fait du bien. Il y a les Wolves qui sont quand même franchement au-dessus du lot. Et puis, il reste l'équipe Bram et Magnus. Et il doit bien avoir moyen d'en mettre quelques-unes en plus. Gunner et Mr. Anderson récemment associés. Ouais, exactement. Donc, ils arrivent toujours à recréer des teams quand il leur en faut. Donc on va voir. Mais là c'est du neuf parce que les Wolves n'avaient jamais eu l'occasion, à ma connaissance, d'affronter les Hardy, ça c'est sûr. Moi que j'ai loupé un épisode du circuit indépendant, mais il me semble pas, donc voilà. Après Matt Hardy, bon moi je peux vous en parler vu que je suis aussi la ROH. C'est vrai qu'il était pas hyper concentré sur les prises, alors que là davantage. Mais par contre l'intensité, il était déjà préparé parce que à la ROH, il était habitué aux combats très engagés. Je me rappelle son dernier, c'était un ODQ qui était vraiment assez monstrueux et puis il avait beaucoup encaissé, tellement Hardy je dirais quoi. Vraiment un passage à travers la table, les chaises, tout ça, ça y allait plein pot, ouais. Donc là-dessus, il est encore très solide, mine de rien. Et puis non, mais c'est bien de le revoir les deux parce que Jeff Hardy, dernièrement dans une interview, refaisait référence à l'année noire de 2011 que même son frère aussi avait vécu. Et les deux là sont revenus bien comme il faut maintenant, dans de bonnes dispositions. Donc voilà, ça peut marcher pour la suite. Mais sinon, ouais, Jeff Hardy donc n'est plus Willow pour l'immédiat. Est-ce que ça vous manque ça? Moi non. Dans l'immédiat, non. Même si le caractère de Willow, c'était surtout, à mon avis, un petit cadeau à Hardy, parce que il aurait jamais pu faire ça à la WWE, par exemple. Donc, c'était un petit signe de, oui, chez nous, t'as un peu plus de liberté, de faire un peu ce que tu veux. Et à mon avis, si dans quelques temps, il sera plus en tag team, et qu'ils ont envie de le garder un peu à l'écart du titre majeur, ils peuvent toujours le mettre en tant que pilote dans la X Division, ça passe sans problème. Avec une star du calibre de Hardy dans son roster, si on veut pas devoir le payer trop, faut le garder content, et pour qu'il soit content, faut lui laisser un peu de liberté. Donc s'il veut faire des peintures toutes moches, chanter des team songs pas trop bons et mettre un masque bizarre, si ça le rend heureux, tant mieux. Laissons-le. Oui, parce que de toute façon, il a pas vraiment exprimé de souhait de départ dans l'immédiat. Donc, il a dit qu'il voudrait finir la carrière à WWE, mais pas encore. Il se donne 3 ou 5 ans, mais assez évasif là-dessus, parce que il dit aussi un truc assez vrai, c'est que la carrière peut se terminer d'un jour à l'autre, bien sûr, sur un incident, surtout avec son style ultra engagé. Donc, c'est sûr qu'il reste prudent à ce niveau-là. Mais bon, c'est sûr, c'est bien de le revoir bien en action, et ma foi, ça continue. Voilà. On va passer sur la série des matchs à 3 pour le titre X-Division qui a été abandonné par Austin Harris, on en parlera en main event de ça. Avec le premier match à 3, avec le revenant Loki qui était quand même entre guillemets à la retraite il y a encore 1 ou 2 mois il me semble, et qui a repris du service et qui, ma foi, plutôt efficacement, parce qu'il a battu DJZ et Manic en 6 minutes 10. Qu'en penses-tu, Seb?
Je pense que c'est purement dans le style X-Division. C'est un classique style X-Division, quoi. Je veux dire, y a pas vraiment de psychologie. C'est de l'action pure du début à la fin et ça se ressent dans la qualité du match. Moi, je veux dire, j'ai pas vraiment de soucis. C'est sans prise de tête, quoi. Tu regardes le spectacle, t'apprécies et t'en restes là. Mais moi, je suis assez content du retour de Loki. Je trouve que ça aurait peut-être eu plus d'impact s'il avait commencé son retour ce soir-là, puisque je vous rappelle qu'il avait débuté la semaine d'avant contre un des gars des Bromans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, contre OBI. Contre OBI, oui, c'est vrai. Ouais, bon, ben, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que c'est un bon match dans le style Exhibition. Showtime, t'as pensé quoi? Bah, franchement, très content que Loki soit revenu. Il est vraiment explosif. Ça a rien à changer dans son style de lutte, même si il est beaucoup moins jeune que lors de son premier passage. Manic, le caractère, je l'aime quand même beaucoup moins qu'à l'époque où il y avait Daniels ou Kazarian en dessous du masque. C'est pas le style de lutte, est quand même bien moins stiff. Même s'il y a encore ces prises fétiches qui restent, qui sont sympas à voir. Mais c'est un bon petit match X-Division. C'est dans ce genre de match qu'on remarque vraiment l'atout du ring à 6 côtés avec les cordes beaucoup plus stiffs et le nombre de coins plus élevé, évidemment, qui permet aux lutteurs un peu plus voltigeurs de faire des sauts et des prises qu'ils auraient beaucoup plus de mal à faire si c'était dans un ring normal. Et donc, c'est le retour à 6 côtés, ça va faire énormément de bien à cette division-là. Ah oui, c'est vrai qu'on en reparlait, mais c'est vrai que ça faisait une journée en temps réel, je veux dire que le ring à 6 côtés était officiellement remis, donc c'est ça qui est bien, oui, en effet. Et puis ouais, ça donne de l'action assez vive. C'est sûr que ce match, disons qu'après on va parler des deux autres. Déjà les deux autres étaient plus courts, mais celui-là donc avait plus de valeur, c'est vrai. Après bon, les résultats des matchs, là des trois matchs. Même quand on les connaît avant, on se doute quand même de qui va gagner tellement les deux autres sont un peu des entre guillemets sparring partners. Donc on savait que Loki allait gagner, je ne voyais pas DJZ ni Manic, voilà, parce que Manic c'est vrai il y a un manque de personnalité, mais là-dessous c'est sûr que TJ Perkins c'est un très bon high flyer tout ça, mais qui n'a pas vraiment de mix skill, rien du tout de ce niveau-là, donc voilà. Tout le contraire de DJZ qui a beaucoup de mix skill, mais qui est tellement bas, je dirais, qui a l'habitude de perdre pour l'instant, donc ça dérange pas trop que perdre encore une fois là. Donc c'est très logique que Loki s'impose à ce niveau-là. DJZ qui par ailleurs a prolongé son contrat pour plusieurs années apparemment. Hein, c'est une information qui non, mais après, nous est parvenue cette semaine. Plusieurs années d'ailleurs, c'est la particularité des contrats TNA, c'est qu'il n'y a pas de précision sur le nombre d'années. C'est à chaque fois pluriannuel, j'ai remarqué ça d'ailleurs. Ouais, c'est pas précisé le nombre d'années, ouais, c'est clair, c'est assez étonnant, mais bon. D'ailleurs, on en parlera juste après, là, l'analyse Destination X sur quelques arrivées qui ont été signées. Mais dans l'immédiat, on va passer au deuxième match, donc pour ce mini tournoi Exhibition, avec Sanada, qui a battu Brian Cage et Crazy Steve après 3 minutes 55. Le match peut-être le moins emballant de mon point de vue. T'as pensé quoi, Showtime? Steve, c'est un caractère quand même très particulier, mais il semble vraiment plaire au public. Un peu moins ici qu'à Slammy, mais il est quand même super over pour un personnage de low card, on pourrait croire. Et il est beaucoup plus over que le patron de son petit clan et que tous les autres membres de son clan d'ailleurs. Donc c'est vraiment bizarre sa popularité. Enfin, à part Rebelle, quand même. À part Rebelle, il y a des fois. Ouais, bon, Rebelle, elle est populaire pour d'autres raisons. Oui. Mais sinon, Brian Cage est quand même très très bon. Hein. Moi, ça me dérangerait pas du tout qu'il reste un peu plus régulièrement à la TNA. Il était passé pour 1 ou 2 matchs au moment des gut checks il y a 1 an ou 2. Et il fait quand même une bonne impression. C'est très très baraqué, mais sinon, il fait quand même une bonne impression. Et Sanada, il a enfin un peu de caractère grâce à Storm. C'est intriguant ce qui va se passer. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment envie de voir où ils veulent en venir avec ça. Parce que Sanada est bon in-ring, mais il manque quand même clairement de personnalité. Peut-être que Storm peut l'aider. J'ai vraiment hâte de voir où ça va aller, ça. On va voir, oui, parce que bon, la trame va jusqu'à Bound for Glory, ça c'est sûr. Donc après, il reste à voir, parce qu'il y a l'équation Great Muta, bien sûr, aussi. Donc c'est à voir, en effet. Seb, t'as pensé quoi de ce match?
Moi, j'en ai pensé que c'est le seul catcheur qui n'est pas sous contrat à la TNA qui ressort grandi de ce match, parce que clairement, c'est lui qui domine et qui porte le match du début à la fin. On voit que lui, pour être franc. Crazy Steve, bien sûr, non, je déconne. Oh, Crazy Steve, il a fait un petit truc, un petit passage marrant, mais bon, c'est vraiment anecdotique. Et Sanada, il vient récupérer les restes et faire le tomber avec son finish là, que je trouve d'ailleurs pas très impressionnant. Hein. Il prend les deux bras de son adversaire et il lui fait une sorte de souplex en arrière. Enfin, moi, je trouve que c'est un finish peu impressionnant. Ça pourrait être une prise forte, mais pas de là à conclure un match. Après moi Sanada, je suis d'accord avec Showtime. C'est vrai qu'en face il était assez fade finalement. Les fans ne connectaient pas vraiment avec lui. Donc je pense que le heel turn qu'on a vu la semaine précédente, déjà qui sort de nulle part, ça peut être que bénéfique pour lui. Surtout si ça mène à une rivalité avec le Great Muta. Je crois que si tu veux rendre un gars populaire au Japon, il y a rien de mieux que de le faire travailler avec cette légende qu'est le Great Muta. Donc les choses sont bien faites finalement dans ce match avec le gars qui est actuellement sous le feu des projecteurs qui remporte le match et ça se prolonge éventuellement avec l'histoire avec James Storm. On sait pas trop où est-ce que ça va mener pour le moment, mais ça propose des choses en tout cas assez intéressantes. Mais justement, précision de Showtime là sur le chat, oui, Bobby Roode a utilisé pendant 6 ans ce finish que t'aimes pas. Non, pas tout à fait. Je crois que c'était une sorte de Fisherman suplex avec le tombé maintenu pour Bobby Roode comme finish. C'est pas tout à fait la même chose. Ah, une petite variante, mais comme quoi peut-être que James Storm, à mon avis, ouais, voilà, c'est la particularité, c'est qu'il a, à mon avis, il donne entre guillemets des pages du livre, des moves qui étaient employés, par lui et par Bobby Roode, qui sont des catcheurs assez proches dans le style, et donc ce qui peut donner quelques collisions comme ça, quoi. Donc voilà, après c'est un Sanada évidemment en tout frais, parce qu'avant c'était vraiment le face qui souriait partout, tout ça, voilà. Mais maintenant, on travaille un personnage agile qui me laisse assez, pour l'instant, dubitatif, mais à voir parce que je dis dubitatif dans le sens où un catcheur japonais est tellement habitué au catch sportif en général, c'est pas toujours vrai pour tous, mais quand il a été formé tout jeune au catch sportif comme c'est le cas de Sanada, c'est assez compliqué de construire le personnage. Donc là, c'est un cours en accéléré, donc moi, j'espère que ça va marcher, surtout qu'il est apparemment destiné à rester vraiment à la TNA cette fois-ci. Donc, et sinon, précision, tiens, voilà, vous dites alors un spécialiste. Alors Sanada, c'est la Tiger Suplex et Bobby Roode, c'était la Fisherman Suplex. Voilà. Ouais. C'est-à-dire par devant pour Bobby Roode et par derrière pour Sanada. On dirait des pages de Kamasutra cette affaire. C'est vrai qu'il manque un peu de puissance au moment de porter la souplesse à Sanada pour que ça soit vraiment plus impressionnant. Il faudra travailler ça. Et son autre finish, c'est un moonsault, il me semble. Oui. Ouais, il est très beau son moonsault, enfin très propre. Qui est déjà mieux, ouais, là je suis d'accord. Mais en ayant été formé par Muta, si ces moonsault étaient pas propres, on pourrait se poser quand même quelques questions. Ah ouais, maintenant faut qu'il travaille Shining Wizard à mon avis. Ça c'est la grande prise du Great Muta, donc on verra bien. Quelque chose à ajouter sur ce match? Enfin si, moi juste à part que oui, on a parlé de Crazy Steve, c'est vrai que dans ce match on ne voit pas trop. Mais tout de même ces dernières semaines, à chaque fois qu'il a été en action, j'ai remarqué que le côté comique s'en va au fur et à mesure. Au départ, quand il est apparu, c'était vraiment le gars qui ne donnait pas l'impression de savoir catcher, qui était vraiment un clown, c'est le cas de le dire, sur le ring, qui était là vraiment à faire n'importe quoi. Mais depuis, on l'a vu faire des prises quand même. Je me rappelle du Gauntlet Match, où il était quand même assez intéressant, là, le fameux Gauntlet Match, où Austin Harris avait conservé son titre X-Division. Donc d'ailleurs qui avait été enregistré la veille aussi. Donc non, vraiment, il y a un progrès avec lui. Après, le clan, ménagerie... est tellement habitué à la défaite que ça fait plouf pour l'instant, donc bon, c'est à voir. Mais c'est un personnage qui intéresse tellement la foule, et puis moi, c'est vrai que je lui vois des qualités, donc moi je le vois bien continuer aussi, donc à voir. Voilà. Tant qu'il garde The Freak hors du ring, moi je suis content. Bah ouais, la TNA en prend bien soin à ce niveau-là, elle veut pas l'utiliser pour l'instant, donc... Décorativement, il est pas mal, hein. Oui, d'accord, ouais. Physiquement, c'est quand même impressionnant, donc en tant que manager, ça me dérange absolument pas.
Oui, non, voilà, c'est bien, oui. Chacun sa place. C'est ça, oui. Mais alors, avant de passer au troisième et dernier match de qualification pour le titre X-Division, on va parler d'une feud qui éclate, donc qui était fil rouge dans ce show avec des segments. EC3, donc qui maintenant a de nouveaux gorilles, Ezekiel Jackson, qui n'est plus Ezekiel Jackson, d'ailleurs j'ai un petit peu loupé son nom, c'est un genre Rick, je sais pas quoi. Enfin bon voilà, même la moitié qui n'a pas su en fait quel était le nom précis. Et l'autre c'est Jen Snitsky, donc évidemment deux anciennes de l'ECW, bon qui n'ont pas été, disons, de l'époque la plus florissante de l'ECW, qui n'était même pas de l'ECW qui était vraiment celle de Tommy Dreamer, Devon et Bully Ray, qui sont les opposants. Mais bon, ça fait une espèce de... Ça fait parler, quoi. Ça a même fait réagir Paul Heyman, donc comme quoi. Et Ezekiel Jackson, qui est quand même le dernier champion de la ECW en date. Hein. Ouais, merci. Non, mais genre, t'aurais pu t'en dispenser. Ouais, on a tendance à l'oublier, mais il faut s'en rappeler. Ouais, non. Moi, malheureusement, j'ai du mal à oublier. Tu sais très bien, oui. parce que Christian aurait dû garder le titre. Voilà. Allons-y. Cette rivalité, donc, qui va se finir dans un match, littéralement no DQ, avec tout plein d'objets, ça va voler dans tous les sens la semaine prochaine. Et puis, bon, on va pas spoiler, mais moi, je sais comment ça se finit. Que pensez-vous de cette rivalité? Alors, Showtime. Ah, enfin. Non, cette rivalité est quand même super bonne, surtout parce qu'elle se déroule à New York, donc les fans sont à fond derrière. J'ai l'impression que Bully Ray pourrait se mettre à lire la Bible en allemand et les fans exploseraient de joie à la fin de chaque phrase. Il est over comme pas possible et très très bien accompagné avec Dreamer et Devon qui sont pas là pour rien, ils sont bons, que ça soit au micro ou dans le ring, ils ont encore ce qu'il faut. Et en face, qu'est-ce qu'on a en face? On a un super lutteur qui est Ethan Carter. C'est incroyable à quel point j'ai changé d'avis sur lui depuis son arrivée. Et j'espère que c'est le cas pour beaucoup de monde, parce que perso, quand il est arrivé, je croyais qu'il était nuancé. Enfin, je dirais, moi. Ouais. Bof. Tout le monde quand il est arrivé croyait que ça donnerait absolument rien, en sachant ce qu'il a fait à la WWE. Et ce qu'il est en train de montrer, c'est quand même assez impressionnant, parce que même si in-ring, vous accorderez que c'est pas le top, même si c'est loin d'être ridicule non plus. Au micro, c'est quand même super impressionnant. Il est vraiment à l'aise, il porte tout à fait son petit clan derrière lui. Et le clan qui est en train d'être formé est pas mal du tout. Le fait que EC3 prenne le micro plus souvent, ça nous empêche d'entendre trop Dixie parler, et ça c'est toujours bon. On sera tous d'accord là-dessus au moins. Ouais, son groupe est assez intéressant, même si la TNA pourrait quand même essayer de payer des t-shirts à la taille pour Ezekiel Jackson et Snitsky, parce que c'est tellement serré, ça devient presque flippant. Mais à mon avis, ils ont des gros plans pour EC3 dans l'avenir à moyen terme. Et c'est une très bonne feud pour le lancer, à mon avis. Donc, rendez-moi, j'en redemande. Sébastien, oui. Alors, toi. Bon. Moi, quand je reviens sans évidemment avoir en tête que, bon, une semaine après, les choses se décantent sérieusement. Ah bah on le sait, de toute façon la TNA s'est spoilée elle-même, elle a dévoilé le contenu de la fin du show de la semaine qui arrive. Hein. Ah non, il y a un point d'interrogation à la fin du show. Bon alors question, est-ce que Bully Ray va faire passer Dixie Carter à travers une table? Bah moi je connais la réponse. Et je oui moi aussi, moi aussi c'est ça qui est couillon mais. Et on va faire un semblant de suspense si on va pas le dire dans cette émission, mais bon, je pense que vous connaissez la réponse. Oh, vous le découvrirez de toute façon jeudi. Mais... Sinon, sur cette rivalité, je trouve que ça fonctionne très bien dans le cadre dans lequel c'est effectué, c'est-à-dire le Manhattan Center, et avec une ambiance un petit peu ECW. C'est vrai que ça peut donner quelque chose d'assez intéressant, un match 4 contre 4 où tout est permis. Forcément, ça partira dans tous les sens, et je pense qu'avec cette foule, ça peut donner quelque chose de très sympathique. Après, je voulais surtout revenir sur EC3 que Showtime apprécie tellement. Moi, je pense que c'est surtout un personnage intéressant du point de vue du personnage, ouais. Mais dans le ring, comme tu l'as évoqué brièvement, c'est vrai que c'est assez décevant. Il montre rien.
Et pourtant, il a quand même eu des grosses opportunités. Il a catché Bully Ray, il me semble, à Slammiversary, Kurt Angle, je crois que c'était Lockdown. Il a quand même eu de sacrées oppositions et une énorme exposition, et pourtant ça s'améliore pas, j'ai l'impression, dans le ring. Mais c'est vrai qu'au niveau personnage, c'est bon, mais dans le ring, malheureusement, ça manque de talent. Par rapport à ses débuts, ça a quand même déjà pas mal amélioré dans le ring. C'est supportable maintenant. Et encore, moi, je trouve que c'est pas énorme. C'est surtout de ce point de vue-là, en fait, disons qu'actuellement, je trouve que ce dont il bénéficie, et justement, c'est là que le test va être énorme. Après que cette feud qui va vraiment très rapidement se terminer, c'est comment il rebondit réellement, parce que vraiment, le truc c'est que avec Bully Ray, je pense, il a quand même beaucoup aidé. C'est Bully Ray porter le match à Slammiversary. Donc il y a aussi ça, c'est que c'est à voir maintenant avec notre adversaire, parce que contre Bully Ray ça va pas durer 3 siècles. Et c'est à voir maintenant après quel sera son rôle par rapport à son prochain adversaire, justement. C'est là que le test va être grand selon moi, parce que pour l'instant je reste nuancé. C'est vrai que le mid-skill, il y a rien à dire là-dessus, et ça, il y a pas photo là-dessus, il travaille bien son truc, il tient bien son truc, vraiment, il y a pas de souci avec ça. On verra bien, mais ça annonce, oui, une sacrée bataille, dont à peu près tout Internet connaît l'issue finale, mais bon, tant pis, on fait avec. On passe à la suite. Ouais. Avec dans le dernier match à 3 pour la finale X-Division, avec Samoa Joe qui a battu Homicide et Tigre Uno après 4 minutes 45 de non-suspense total, tellement Samoa Joe évidemment au-dessus du lot. En plus, il y a des discussions avec Kurt Angle qui est l'actuel general manager, enfin on dit pas comme ça évidemment maintenant, c'est directeur des opérations lutte. Voilà, Samoa Joe évidemment arrive en force, et donc on aura un freeway la semaine d'après, Loki, Sanada, Samoa Joe pour le titre X-Division. Qu'en penses-tu, Seb? Pas beaucoup de suspense pour moi sur ce match-là non plus, parce qu'on avait vu une vignette dans le show un peu plus tôt avec une confrontation entre Loki et Samoa Joe dans les vestiaires, donc forcément ils allaient se retrouver au prochain tour dans un match. Là, j'avais pas de doute là-dessus. Moi, je suis très content du retour d'Homicide. C'est un de mes lutteurs favoris à la TNA. Je me rappelle de sa grande époque avec Hernandez dans l'équipe des LAX. C'était assez fabuleux. D'ailleurs là, il rentrait d'ailleurs avec le thème des LAX, mais sans les paroles là. Ouais, c'est vrai, exact, bien vu. Sinon, ouais, encore Tigre Uno, qui n'a pas l'aura des deux autres catcheurs dans ce match, là c'est sûr, mais qui est quand même très bon. Il a un bon style pour son petit gabarit. Moi, je trouve que c'est une bonne trouvaille de la TNA, et ça nous a donné un match de qualité pour ce troisième match X-Division. Il fallait trouver quelque chose pour se différencier, et ils ont réussi à le faire sur ce match-là. Jota, il m'a fait rire avec une remarque sur Tigre Uno là. Alors t'en penses quoi de Tigre Uno? C'est un touriste sympathique. Il est dans le ring quand il faut faire un peu le bouche-trou. Il le fait bien. Il botche un peu moins qu'à ses débuts. Tant mieux. Mais il est quand même une classe en dessous de ses deux adversaires du jour. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que il y a quand même deux anciens champions X-Division et un ancien champion du monde là-dedans. C'est un peu dommage de voir Homicide éliminé si vite, mais j'espère bien que la TNA va le garder encore un bout de temps. En tout cas, la TNA l'a affiché en tant que membre du roster sur son site. C'est peut-être bon signe. Qui reste un petit peu, ça peut toujours faire du bien à la X-Division. Et puis, ils trouveront bien un autre hispanique pour le foutre avec lui au cas où ils ont besoin de boucher un trou dans la division tag team, vu qu'Hernandez est plus là. Mais en tout cas, ça fait du bien de revenir un tout petit peu aux sources. Et même si la victoire de Joe était absolument évidente, ça va donner du bon, à mon avis. Homicide va retourner un peu dans le title picture de la X-Division après les matchs qui vont venir, à mon avis. Mais j'ai vraiment hâte de voir l'affrontement entre Loki et Joe. Si vous avez suivi la ROH à ses débuts, c'est une des plus grandes feuds qu'il y ait jamais eu à la ROH. Loki contre Joe. Donc, les rematchs, c'est pour maintenant, et ça va faire du bien. Ah oui, ça, ils se connaissent. Et en effet, oui, c'est un match qui a été annoncé, donc pour un prochain enregistrement. Après, c'est à se demander si l'un des deux portera la ceinture ou si c'est Sanada. Suspense pour jeudi prochain. On va passer au main event pour le titre TNA champion du monde poids lourd avec Bobby Lashley qui donc a
écarté là Austin Harris, qui cette fois-ci a raté son option C, donc de encaisser le titre X-Division qu'il avait pour une chance pour le titre mondial. C'est la première fois que c'est raté, vu qu'il avait réussi il y a 2 ans. La première fois c'était contre Bobby Roode, donc, et l'année dernière c'était Chris Sabin qui avait remporté contre Bully Ray. Mais cette fois, après 12 minutes 44, qui l'ont pas déçu, Adam Catch. Et pour lui, le main event ne l'a pas déçu. Grosse intensité entre les deux pendant tout le long du match. Énorme gore de fin de match porté par Lashley. Avec Austin Harris qui va bien à la perfection. T'as pensé quoi de ce match alors, Showtime? C'est un bon petit match. Lashley monte pas mal dans mon estime. Son run est quand même franchement pas trop mauvais. Deux victoires clean contre des main eventers face d'affilée, ça c'est très très bon et très rare pour un champion heel. Il le book comme quelqu'un de malin qui connaît bien les moves de ses adversaires et qui les piège. Il l'a fait la semaine passée avec Hardy, il l'a fait cette semaine-ci avec Harris en fin de match. Donc pourquoi pas? C'est une gimmick intéressante. Le match est franchement bon. L'alchimie est pas mal entre les deux. Mais j'ai l'impression qu'Harris peut avoir un bon match avec à peu près n'importe qui ou même n'importe quoi. Donc, qui sait, il pourrait même avoir un bon match avec le Freak s'il essaye un jour. Oh non, pitié, pas ça. Il lui faut du challenge. Hein. Ça fait du bien de voir Harris en main event. C'est vraiment là qu'il faut l'avoir. Il est surdoué, ce garçon. Mais Lashley est très très impressionnant, que ce soit physiquement ou même sur ses prises de finition. Le spare est quand même très très bien porté et super bien vendu par Harris pour le coup. Donc oui, bon petit match, très bon petit match même. Encore une fois, dommage qu'il manque ces 5 petites minutes qu'ils auraient eu en plus si c'était un vrai pay-per-view. Ça commence à devenir frustrant, c'est 4 pay-per-view par an. Ils pourraient, je sais pas, même s'ils ont pas envie d'en faire 12, qu'ils fassent leurs shows spéciaux, je sais pas, sans pub ou qu'ils les fassent de 3 heures ou quelque chose. Je trouve une possibilité pour mettre quelques minutes en plus à des matchs qui le méritent amplement. Ben ouais, même si là, la durée 12 minutes 44, c'est la durée, je crois, de quelques secondes même supérieure au match de Saint-Versary à l'époque où, bon, désolé, je vais te faire sortir quelques larmes. Eric Young, donc, était champion, avait battu Lashley et Austin Harris dans la cage. Donc là, la durée, elle est quand même assez bonne, voilà. Donc ça va. Surtout que, ouais, le rythme quand même, il est quand même assez élevé. Et puis c'est vrai que Lashley, je sais pas Seb, est-ce que ça te surprend un peu qu'il soit vraiment tellement fort? Mais il a besoin d'aucune aide, parce qu'à l'arrivée MVP, ben on le voit, il accompagne plus parce qu'il sert plus à rien. Et du coup, Lashley, bon, ben il écarte Jeff Hardy sans coup férir la fois d'avant. Là, il résiste au Sinari sans coup férir aussi. Il reste Bobby Roode dans le coin peut-être. Bon, Seb, t'as pensé quoi alors? Ah bah oui, comme tu dis, hein, c'est tellement rare ces dernières années que la TNA fasse des champions heel ultra crédibles. Parce que habituellement, c'est des gars qui prennent des raccourcis pour gagner ou qui trichent à chaque fois pour conserver leur ceinture. Et là, ça fait du bien de voir vraiment un champion qui est légitime, qui est vraiment qui donne l'impression d'être une menace pour tous les faces et qui semble presque limite indétrônable. Et là, c'est vraiment le virage à 360 degrés avec Lashley qui est vraiment positionné comme cette menace-là. Et qui est vraiment ultra légitime. Hein. Je trouve que ça c'est très bien fait. Après Austin Harris qui retrouve le main event qui n'aurait jamais dû perdre puisque c'est toujours un talent exceptionnel que j'adore particulièrement. Là il a encore fait un match de très bonne qualité contre Lashley dans un bon main event pour conclure ce qui a été un très bon show dans son ensemble. Je trouve que la fin de match c'est un petit peu quand même le même scénario qui a déjà été utilisé avec Jeff Hardy 2 semaines auparavant, c'est-à-dire l'adversaire de Lashley qui fait une prise à gros risque, qui rate cette prise et Lashley en profite pour terminer le match derrière. Hardy c'était le Swanton Bomb raté sur les escaliers et là Harris un topé suicida qui se rate et qui s'explose dans les barricades. Donc c'est 2 fois le même schéma de match qui a été utilisé, mais ça a fonctionné pour rendre les 2 catcheurs forts dans la défaite. Ouais, donc ou comme dans la victoire. Mais et justement, je trouve que le TNA book ça assez bien parce que les commentateurs le soulignent à fond. Donc j'ai l'impression qu'ils ont envie d'en faire un des traits de caractère de Lashley.
Si vous vous souvenez bien, c'était un des traits de la gimmick de Sheamus quand il a commencé à la WWE, que c'était un catcheur intelligent qui savait où tout était dans le ring, qui avait une présence intelligente dans le ring. Et ici, ils font la même chose pour Lashley. Il connaît bien son adversaire. Il sait quand ils vont sortir leurs moves spéciaux, leurs finishers. Il sait exactement ce qu'ils vont faire et il en profite pour les piéger. Hardy, on peut dire que Lashley a attendu qu'il saute pour se dégager parce qu'il savait qu'il allait le faire. Pareil cette fois-ci pour Harris. Donc ça peut être un trait de gimmick assez intéressant à mon avis. Ah oui, Pour forcer celui qui arrivera à le battre à la fin, ce sera celui qui sortira de ses moves habituels et qui sortira quelque chose d'inattendu pour Lashley et qui arrivera enfin à être plus malin que lui, quoi. Il est peut-être pas à la TNA, mais c'est encore. C'est ça qui fait peur parce que je dis ça parce qu'il y a un Tito Ortiz qui, dans le suspense, il a dit qu'en septembre il revient à la TNA. Donc voilà. On va pas espérer que ce soit lui quand même, j'espère pas moi. Donc, mais sachant que Bobby Lashley d'ailleurs luttera à MMA Bellator aussi, il fera un match. Donc c'est un multicarte. C'est une position difficile pour la TNA d'avoir ces lutteurs et surtout son champion qu'ils essaient de booker comme un top monstre physique, etc., qui se bat en MMA. Parce que s'il gagne, c'est tant mieux, mais s'il se fait massacrer en quelques secondes ou en un round ou deux, c'est très très mauvais pour leur image. Donc, à mon avis, les bookers à la TNA, ils doivent tester un peu là-dessus. D'ailleurs, bon, mais juste allez, petit bilan de Destination X, et puis après j'aimerais bien rebondir un peu sur ça. Vous saurez pourquoi assez rapidement. Le bilan de Destination X, alors on va donner quand même une petite note parce que le show, comme le disait Seb sur Wessels, est dans les tout meilleurs, toutes fédérations confondues, concernant les weekly de l'année. Donc allons-y avec Dame Catch pour lui dit que c'est un des meilleurs shows de l'année pour la TNA, grosse ambiance aussi qui fait plaisir à voir. Quelle est ta note, Sébastien? Moi, je pense que je vais mettre un très bon 8 sur 10. Je pense que du début à la fin, on a eu un show très cohérent et avec des matchs de très bonne qualité. Sur aucun match, je peux dire là, je me suis fait chier. Moi, j'ai classé même ce match dans le top 2 des shows weekly de l'année avec le Raw post WrestleMania. Pour moi, c'est vraiment les deux tout meilleurs shows de 2014 jusqu'à présent. Et si vous n'avez pas essayé la TNA avant, ou si jamais vous voulez vous y remettre, c'est peut-être le show qu'il faut regarder pour se remettre à apprécier cette fédération. Et c'est vraiment la période, parce que la TNA ne va pas faire non plus éternellement des shows à New York, c'est un certain coup, d'ailleurs qui a rebuté la ROH, c'est pour la petite remarque. Showtime, quelle est ta note? Au début, je vais partir sur un 8 aussi, en me disant que les matchs étaient quand même un poil courts. Et après, je me suis rappelé, ils ont quand même que 2 heures dans pratiquement 40 minutes de pub, parce qu'ils auraient pu mieux faire, je me suis dit, difficilement. Donc, moi, je vais mettre un 9, parce que c'est quand même un excellent show. Il vaut vraiment le coup d'être regardé, même pour ceux qui suivent pas la TNA. C'est des bons matchs, c'est un moment agréable, c'est un public qui est dedans à fond. Et les quelques segments qu'il y a sont intéressants, si on oublie le minuscule segment knockout, mais bon. Allez, 9. Ah oui, c'est vrai, bon, ça, on va pas encore en parler, mais c'est vrai qu'Angelina Love, oui, qui va faire une annonce la semaine d'après. Voilà. Je vais mettre 8 comme Seb, c'est vrai, j'ai un petit peu le même sentiment que Seb, donc ça va. C'est vrai que la TNA m'a souvent fait chier dans ses weekly cette année, désolé de le dire, mais alors que là, un second souffle avec ses choix à New York qui sortent de l'ordinaire avec une autre configuration, le retour du ring à ses côtés aussi qui fait, et c'est un ensemble de choses qui font que les choses sont dynamisées, et puis là, voilà, il y a eu plus de spectacle in ring, donc c'est bien, ça suit déjà le show de la semaine d'avant qui était de qualité, donc voilà, et ça fait une moyenne de 8,3 qui est très intéressante ma foi. Ah oui, c'est un show recommandé. Excellent. En y pensant, ils auraient dû en faire un pay-per-view, mais bon, voilà, ils ont décidé de relâcher fortement la brise à ce niveau-là. Donc, on peut dire que Destination X, c'est une valeur sûre de la TNA. Hein. Chaque année, ça nous a jamais déçu pour le moment. Ah oui, quand c'était un pay-per-view en show weekly, déjà l'année dernière, c'était déjà un show weekly, donc ouais. Moi, je voulais rebondir parce que c'est le gros truc qui est agité en ce moment. Bon, là, on va pas apporter de réponse parce qu'on en a pas. Bien malin qui pourra en donner. Mais ouais, le truc MMA Bellator est géré par Spike TV.
et il se trouve que en ce moment là, de l'huile sur le feu. Ça oui, entre Spike TV et la TNA, avec une histoire de contrat télé qui ne serait pas reconduit après Bound for Glory grosso modo là en octobre prochain. C'est à suivre, vous en pensez quoi? Est-ce que la TNA peut rebondir ailleurs déjà? Est-ce qu'elle peut trouver un autre diffuseur ou doit continuer sur Spike TV? Showtime. C'est une situation très difficile pour eux parce que le catch pour l'instant marche pas très bien et malheureusement à mon avis le petit flop qu'a fait le network de la WWE peut-être refroidir certaines chaînes qui pensaient peut-être diffuser du catch. Mais il y a eu des contacts pris par Fox Sport One, donc un peu de concurrence pour Spike, ça peut faire du bien pour les négociations. On sait par plusieurs lutteurs de la TNA que Spike fait jamais beaucoup pour promouvoir le show, alors que c'est quand même une de ses machines à rating les plus importantes, à part les milliers de diffusions de rediffusions de Cops. Donc c'est un show qui marche bien, les ratings sont pas trop mauvais. À mon avis, les négociations vont finir par aboutir quand même avec Spike. Même si, pour moi, ça ferait du bien s'ils pouvaient changer d'air un peu. Mais prendre le risque de n'avoir personne à partir d'octobre pour les diffuser, ça vaut peut-être pas le coup. Seb, t'en penses quoi, toi? Alors, la TNA doit continuer sur Spike avec, pas la garantie d'avoir un public élargi parce que c'est une chaîne câblée où elle prend le risque d'aller plus haut, mais bon, avec une grosse exigence, sachant que la WWE se fâche assez souvent aussi avec USA Network, par exemple, en parlant d'un réseau public. Est-ce que tu penses que c'est possible que la TNA soit sur un réseau public? Il doit rester sur Spike. Tout est possible dans l'absolu, hein. Rien n'est à exclure. Moi, j'ai pendant longtemps été partisan d'un changement de réseau pour la TNA parce que Spike TV, ça reste une chaîne assez petite aux États-Unis, même si dans le temps c'était une plus grosse chaîne. Maintenant, c'est plus trop ça. Je pense que les négociations vont quand même aboutir à quelque chose, puisque mine de rien, la TNA c'est quand même les plus grosses audiences chaque semaine. Sur Spike TV, donc ce serait assez débile de se passer de ce programme-là. Mais sinon, oui, s'il y a l'occasion de changer de réseau, il faut foncer, quoi. Hein. Si tu peux aller sur un plus gros truc, je vais prendre l'exemple avec la télévision en France. Hein, ça n'a peut-être aucun rapport, mais tu mets un programme sur TF1, par exemple, le Mentaliste, tu mets une rediffusion. Quoi qu'il arrive, ils finissent premier des audiences. C'était encore le cas la semaine dernière. Il y avait 3 rediffusions. Tout le monde avait déjà vu ces épisodes et ils ont fini largement en tête de la soirée parce que c'était F1. Et c'était le point audience. Média. Si Cyril Hanouna nous écoute. Hein, Donc voilà, c'est juste pour dire qu'en fait que l'importance du réseau, ça joue beaucoup. Si t'es une grosse chaîne, tu attireras forcément un public. Si t'es une petite chaîne, ce sera pas forcément le cas. Donc, oui. Faut tenter de voir plus grand peut-être pour la TNA. Voilà, donc on verra. De toute façon, ça va communiquer assez rapidement, hein, vu que le temps presse. C'est dans un peu plus de 2 mois que le contrat se termine, donc. On se rapproche de moi. Donc en parlant de contrat, on a eu une annonce de la signature de Chris Melendez, un ancien militaire qui a eu la plus grosse haute décoration de l'ordre. Voilà, je sais pas l'équivalent de la Légion d'honneur ici en France, mais si ça pourrait presque, mais c'est pas pareil, ça a pas la même signification là-bas, bien sûr. C'est vraiment un truc de militaire émérite, quoi. Voilà, qui a vraiment réussi quelque chose. Peut-être d'une jambe comme ça fait penser à Zach Gowen d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Qui a été passé par WWE notamment, catcheur indépendant maintenant, qui donc a intégré la 3D Academy de Bully Ray Devon il y a 2 ans, et qui donc maintenant arrive donc à son rêve d'être catcheur, et il va s'illustrer donc lors des prochains enregistrements de New York, et donc on verra d'ici 2-3 semaines à la télévision sur un machin sport ou qui sont d'autres contrées sur d'autres chaînes bien sûr. Les débuts de ce catcheur, est-ce que ça vous intrigue entre guillemets de voir un petit peu ce qu'il peut donner, Sébastien?
Ah, c'est sûr qu'il y a un petit côté effet de foire avec ce catcheur-là qui va catcher avec une prothèse. J'ai pas de souvenir de l'avoir vu auparavant à part Zach Gowen effectivement, mais c'est vrai que ça peut attirer au premier coup d'œil tout de suite. Je crois qu'il y a déjà des médias qui se sont emparés du phénomène et qui ont Ah oui, interviewé. on remarque que ça fait aussi une excellente pub pour la TNA, c'est du gagnant-gagnant, hein. Parce que Ah oui, c'est sûr. là, aujourd'hui, ouais, il était sur le plateau de CNN, je crois, ou ABC, quelque chose comme ça, enfin une Ouais, c'est grosse ça. chaîne Hein. américaine, donc. Ça fait de la bonne pub. Après, il faudra quand même qu'il montre qu'il a le niveau parce que on peut pas rester toute sa carrière là sur ce simple fait d'avoir une prothèse. Mais bon, j'attends de voir. J'ai jamais vu ce catcheur, donc je peux pas vraiment en parler plus que ça. Ah oui, non, bien sûr, c'est juste le fait, voilà, par exemple, Showtime, voilà, de voir quelqu'un qui est motivé, je veux dire, même, voilà, même réduit à un handicap, mais qui peut quand même faire le métier. On le sait, par exemple, je prends aussi l'exemple, il y a Gregory Iron qui est un catcheur qui a un corps assez éprouvé et qui lutte aussi. Donc, ce qui veut dire qu'il faut on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un corps d'athlète, je dirais. C'est de prendre soin du corps. C'est plus ça. Et après, d'essayer de l'adapter au catch. C'est surtout ça. Je sais pas, Showtime, est-ce que ça t'intéresse, cette signature? Ouais, c'est quand même assez intéressant. C'est un bon petit coup par la TNA. Il est resté 2 ans à la Team 2D Academy, donc c'est qui débarque pas simplement directement de l'avion en revenant de la guerre. Il a une petite formation derrière lui, donc ça peut aider à ne pas être dégueu in ring normalement. Mais il fait énormément parler de lui. Comme vous disiez tous les deux, on en parle pas mal dans les médias américains. C'est une très bonne pub pour la TNA parce qu'il est quand même décoré, c'est un héros de guerre, donc on sait à quel point les Américains aiment ça et à quel point les Américains sont patriotiques quand on parle de ce genre de choses. Donc ça peut être un très très bon coup pour la TNA s'il est bon. Contrairement à Zach Cohen, en plus il a quand même un physique qui est assez impressionnant. C'est pas un gringalet tout maigre qui tombe au moindre coup de vent. Bon, on va évidemment avoir une quinzaine de blagues par jour sur les forums sur les gens qui vont dire qu'il pourra jamais perdre dans un Royal Rumble ou un truc du genre, mais bon, on les connaît. À mon avis, ça va être un coup assez intéressant. Faut voir ce que ça va donner. J'espère, franchement, pour lui, qu'il arrivera à ce qu'on oublie qu'il a qu'une jambe et qu'il arrivera à se faire connaître pour autre chose que ça. Ouais, voilà, quand tu réussis, c'est ça, en effet. Donc, on peut lui souhaiter, là-dessus, y a rien à dire. Surtout qu'il a été loué par Bully Ray et Devon, donc après tout, ouais, c'est quand même une bonne marque de confiance et de qualité, je dirais. Donc, voilà. Je l'ai Ouais, pas envoyé comme ça au feu, quand même, hein, donc. à mon avis, il va avoir un petit programme avec Gunner, l'ancien soldat aussi. Ça peut, Ah tiens, c'est oui, un peu son team. ça serait intriguant, ça, oui, oui, oui. Ils peuvent même faire revenir Jesse Neal, qui a pas grand chose à faire, mais ils sont Je un peu sais en pas où froid il est, avec. lui, j'avoue, ouais, La mais. TNA et lui sont un peu en froid Ah parce ouais. qu'il a fait des commentaires sur Twitter comme quoi il gagnerait plus en travaillant à Walmart qu'à la TNA. Ah oui, c'est lui, d'accord. C'est Ouais. La vrai. dernière fois que j'ai entendu ça, c'était lui. Donc ouais, non, mais bon. Euh, Oh bah ils seront, hein. De toute façon, on s'est débrouillé avec lui. Il y a déjà quelque chose de prévu donc aux enregistrements de New York, donc on verra bien ce que ça donnera, oui. Et il y a une arrivée aussi qui a été teasée, qui me fait plaisir de façon extrême, je dirais. Pour dynamiser la division Knockout, c'est celle de... voilà, je spoil, désolé un petit peu, parce que moi je reconnais d'entrée. Jessica Havoc, c'est le H, et puis à côté le masque. Ben voilà, parce qu'elle a l'habitude d'être masquée, c'est évidemment pas... Elle a pas le gabarit d'une Knockout Gelkim ou autre, donc forcément ça va dynamiser à fond, je dirais, la division. Et c'est sûr que là, les Beautiful People, à mon avis, risquent de se faire refaire le portrait. Je fais un petit pronostic sur ce sujet. On verra quand elle commencera, parce qu'elle s'était déjà distinguée lors de Knockouts Knockdown, Pay-Per-View One Not Only. Voilà, affronté Madison Rayne. Bon, j'ai pas vu le match, je sais pas ce que ça a donné. On verra bien. Ah, moi, Mais bon. par contre, ça ne m'avoque rien. Oui. Ah, bien joué, bien joué. Bien joué. Merci. Non, mais il y a que moi qui tilte sur ça, donc ça, je sais bien, parce que moi, je la connais, je l'adore, donc il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. C'est surtout le sujet. Donc voilà, donc ben, le programme de la TNA, donc il va être assez chargé parce que ils vont repartir vers une autre tournée
Comme là, ils ont fini la tournée, donc c'est sur 3 jours qu'ils enregistrent. La prochaine fois, donc ce sera du 5 au 7 août, avec Hardcore Justice, encore une chose spéciale, donc avec Monsters Ball Match, notamment entre Abyss et Bram aussi, au match déjà qu'on avait évoqué, Loki, Samoa Joe, mais qui sera pas, je pense, non, ça sera pas à Hardcore Justice, on n'en sait pas plus à ma connaissance sur les autres matchs pour l'instant. Non, mais voilà, ça donne encore 3 autres matchs ou 3 autres shows, pardon, ou 4 même, encore à New York. Donc au moins la TNA jusqu'à Bound for Glory, elle se blinde à ce niveau-là, je dirais. Donc après, ma foi, comme on l'a dit, c'est la bonne période pour suivre la TNA. Ce serait couillon de prendre son temps parce que là, c'est vraiment la bonne période. Là-dessus, on est d'accord. Hein. Ouais. C'est des bons shows. Il paraît que les matchs des semaines qui vont venir sont vraiment exceptionnels. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Bah oui, surtout qu'il y aura des choses réjouissantes, mais j'en dis pas plus. Ben, je pense qu'on peut conclure donc à la liste les partenaires, donc avec Voxcatch, FN Lutte, la Wrestling Evolution League, Wrestling Original. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur Archive, sur iTunes. Notre Facebook c'est Wessex Radio entre parenthèses officiel, le Twitter @Wessex Radio. Et vous pouvez nous écrire par mail à wessersradio@gmail.com. Non, je n'ai pas oublié Catch Asylum parce que je sais pas Showtime si tu voulais rajouter quelque chose. Pour ceux qui suivent un peu Catch Asylum, j'ai enfin eu le temps de sortir en version écrite la fin de mon top 20 des meilleurs catcheurs, enfin des catcheurs dont la WWE ne voulait plus et qui ont réussi à la TNA. Ah oui, donc t'en avais parlé la dernière fois d'ailleurs. Ouais, oui. Ouais, j'en avais parlé la dernière fois, donc il est enfin sorti. Et ouais, on a quelques articles qui vont sortir. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Bah oui. Donc au programme, vous aurez donc prochainement, on espère dès que possible, dès que la TNA nous l'aura envoyé, la fameuse interview de Rockstar Spud en anglais avec traduction française intégrée. Il y aura aussi une conférence call avec Bully Ray qui va arriver très très vite. Donc au niveau TNA, l'agenda est ma foi bien garni. C'est un peu comme les tappings de la TNA mine de rien, ça fait chaque soir quoi. Sinon au programme après du mois d'août, il y aura le Vintage Wrestles qui va sortir. Bon là ce sera sur la WWE SummerSlam 1992 qui avait lieu en Angleterre. On sait que la TNA rêve un jour de faire un pay-per-view en Angleterre et on peut espérer que ça soit possible un jour. Ça sortira le lundi 11 si je me trompe pas. Et ensuite vous aurez le live de Leyland Wrestles sur SummerSlam qui aura lieu le 21, on vous précisera bien tout ça sur Facebook. Et le forum Wrestles, n'hésitez pas donc à nous suivre là. Et puis bien sûr chez nos partenaires, parce que là, on partagera les podcasts et les nouvelles. Voilà. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à réagir surtout. On vous dit à la prochaine fois pour parler de Hardcore Justice à mon avis. Donc dans un mois environ, je pense. À la prochaine. Bonnes vacances ou bon courage pour le boulot si c'est pas évident, c'est pas bonne période si on le sait. Et à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.